Salut à toutes, vous êtes sur After Stade, votre rendez-vous football, émission forcément chargée en programme. On va d'abord commencer par le sommaire. Un sommaire qui va nous emmener faire le bilan du mercato des Africains. Vous le savez, forcément, on ne pouvait pas l'éviter. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été transférés dans les dernières heures du mercato. On va revenir sur les principaux gros transferts, mais aussi essayer de voir pourquoi est-ce que le joueur africain ne se vend pas très bien l'hiver, mais aussi l'été. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, on va aussi se poser cette question, pourquoi est-ce que les joueurs sont tentés toujours par le golf? Avant, il y avait cette idée de pré-retraite. Maintenant, les joueurs partent de plus en plus tôt dans le golf, que ce soit les Émirats ou encore le Qatar. On va revenir un petit peu sur les raisons de ces départs de plus en plus prématurés. Et enfin, pour finir, Moussa Bility, président de la Fédération libérienne de football, qui s'attaque à la CAF et qui charge la CAF en indiquant qu'il y a des dérives autoritaires au sein de l'instance, mais aussi des virements d'espèces qui commencent à être un petit peu suspects. On va faire le point sur cette situation. Ça, c'est pour le programme, et forcément, comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, je ne serai pas tout seul. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Romain Lantôme, rédacteur en chef d'Afrique Foot. Bonjour Romain. Bonjour Mansour. Et Abdellah Boulma, l'insider Mercato, monsieur qui Insider suit le PSG. Mercato, c'est non, pas mal. Trop. Oui. Je suis beaucoup le PSG là d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il y a énormément de choses. Bonjour, bonjour Abdellah. C'est pas la thématique. Alors messieurs, voilà, donc le Mercato est fini, mais forcément il fallait qu'on revienne quand même faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Bon, on va pas se mentir, il n'y a pas eu beaucoup de gros transferts niveau africain. Mais avant de parler de tout ça, je vous propose de regarder ce petit sujet de Synthesita pour faire un point du moins sur ce qui s'est passé lors des dernières heures avant la fermeture du marché des transferts. Les dernières heures du mercato hivernal ont été prolifiques pour les joueurs africains. Dans la rubrique « Ils passeront le reste de leur saison dans un nouveau club », nous trouvons le Congolais Yannick Bolasie qui rejoint les rangs d'Anderlecht, prêté par Everton pour 6 mois sans option d'achat. Du changement aussi pour un autre cadre de la sélection congolaise, Youssouf Moulumbu passe du Celtic à Kilmarnock. Les deux léopards auront pour objectif de relancer leur saison et surtout de gagner du temps de jeu. Dans la rubrique « Ils ont signé » et sont peut-être les bonnes affaires de ce mercato hivernal. Attention, bombe en vue. Le meilleur buteur du championnat ivoirien avec le Racing Club d'Abidjan débarque dans le championnat français. À 27 ans, Zoumana Koné s'est engagé avec Niort en Ligue 2. Un frère part et l'autre arrive. Franck Etoudi, le cadet de Stéphane Bia, a signé à Sochaux. Libre de tout contrat, le Camerounais s'est engagé avec les Lionceaux jusqu'à la fin de la saison. Dans la rubrique « On ne l'avait pas vu venir », l'Ivoirien Wilfried Bony quitte Swansea pour le Qatar et non l'inverse. L'international ivoirien aux 52 sélections a été prêté à Al Arabi. Disparu des radars depuis son départ de déport le 1er juillet dernier, le Ghanéen Souley Montari va rebondir à Albacete, Molompié en 2e division espagnole. Et on garde le meilleur pour la fin. On les a attendus, mais on ne les a pas vus. Annoncé tout le long de ce mercato au Paris Saint-Germain, le Sénégalais Idrissa Gueye ne sera pas le fameux numéro 6 que le club de la capitale française attend. À qui la faute? À son club, Everton. Les Touffies ont décidé de conserver l'ancien joueur de Lille. Selon plusieurs quotidiens français, Gueye aurait fait le forcing pour rejoindre les Rouges et Bleus, mais le club anglais a choisi de fermer la porte au PSG. Alors forcément, le feuilleton Idrissa Gana Gueye a fait beaucoup parler, mais ça on va en parler plus tard. Romain, je me tourne vers vous. Bon là c'était un petit sujet de Cynthia sur les dernières heures du mercato. On a vu surtout beaucoup de prêts, beaucoup de joueurs, on va dire qui sont sur le retour ou qui sont un petit peu sur la pente descendante. Comment est-ce qu'on peut juger de façon globale le mercato d'hiver du côté des joueurs africains? Je dirais que c'est un peu à l'image du mercato global, même pour les joueurs de tout continent confondu, ça a été plus calme globalement que les années précédentes, donc surtout pour les Africains, parce que le transfert principal, je crois que c'est Amadou Haïdara, le plus cher pour 19 millions d'euros au Red Bull Leipzig, donc ça reste quand même assez mineur en termes d'investissement, de montant. Je pense que c'est surtout les joueurs en vue de la CAN qui étaient en manque de temps de jeu, qui ont cherché à rebondir dans un club, donc on pense par exemple au Malien Yacouba Silla, qui ont une place de garantie en sélection pourvu qu'ils aient du temps de jeu en club, ou à des joueurs comme Hassan Diousé qui justement cherchent une place, ont besoin d'amasser du temps de jeu pour pouvoir prétendre à une place dans les 23. D'où ce qui expliquerait justement qu'il y ait plus de prêts que de transferts secs. Évidemment. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de prêts. Moi, ça me surprend pas du tout. En fait, là, je tombe sur le reportage. C'est assez surprenant de tomber sur des noms. Je vous avouerai que je ne les
connaissez pas tous. Mais là, effectivement, en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, il y en a beaucoup qui ont orienté leur choix en fonction de cette CAN. Le transfert des marchés, des joueurs africains, a beaucoup fait parler de lui. Et voilà, il me semble que c'était l'été dernier. Ouais. Et c'était les derniers. Bon, là, c'était un peu plus calme. Il y a eu 2-3 cas sur lesquels ça a été assez surprenant. Notamment le joueur, il me semble, c'était le joueur d'Anderlecht qui est parti qui jouait au Standard de Liège. Et d'ailleurs qui a décrié la polémique là récemment en s'affichant devant ses supporters, en insultant le club adverse, le club ennemi Anderlecht, et qui est parti à l'âge de 29 ans, je me souviens plus de son nom, en Turquie, à Galatasaray. Ouais. Un colosse, 1m91 quand même, qui aurait pu signer dans un club français. Là, c'est un transfert qui me surprend un petit peu. D'ailleurs, en parlant de Galatasaray qui a fait 2 belles affaires lors de ce mercato avec l'attaquant Mbaye Diagne, meilleur buteur européen hors 5 grands championnats européens. Ouais, d'ailleurs, oui, on l'a beaucoup exposé. Je veux dire meilleur buteur européen, mais bon. Mais il les marque ses buts quand même. Il les marque. Je veux dire, oui, mais pourquoi on n'est pas allé le chercher? Pourquoi on n'est pas allé le chercher? Et puis aussi dans Galatasaray qui récupère donc Mbaye Diagne et Louis Ndama. On va dire c'est parmi les 2 plus gros transferts. Les clubs turcs encore, même les cadors, on voit qu'ils font confiance aux joueurs africains, peut-être plus que les autres clubs ailleurs dans d'autres championnats. Peut-être parce qu'ils sont plus accessibles aussi, ou pas forcément. C'est étrange parce qu'on a beaucoup évoqué les clubs turcs pendant un moment qui ne payaient pas leurs joueurs. Beaucoup de clubs turcs ont été endettés ces derniers temps, l'année dernière, il y a 2 ans, et là ça revient un petit peu. Et il y en a beaucoup, ça reste quand même un championnat intéressant, avec un bon niveau, avec un très bon Galatasaray notamment, là qui sont deuxième du championnat, donc où joue Feghouli d'ailleurs. Moi je pense que c'est une belle destination. Malgré tout, il reste à un niveau correct. Alors il y a des joueurs aussi qu'on n'avait plus vus depuis quelques temps, on pense notamment à Youssouf Moulombou, Yannick Bolassi entre blessures et période de disette, aussi Riyad Boudbouz qui sont tous partis se relancer. Est-ce qu'on peut dire que pour ces joueurs, c'est quand même un peu décevant les clubs qui visent en ce moment? Oui, mais après, les opportunités étaient assez rares sur ce mercato d'hiver, donc on ne les attendait pas forcément non plus dans des top clubs. Là, l'urgence, c'était vraiment joué. Mais tu ne penses pas que Riyad Boudbouz, justement, n'avait pas... pourquoi Marseille n'est pas allé récupérer Riyad Boudbouz ? C'est ça, en fait. Oui. Pourquoi un club français n'est pas allé récupérer Riyad Boudbouz ? Nice, il y avait un accord. Apparemment, c'est les actionnaires qui ont refusé. Il y avait un accord avec Nice. Ils s'étaient mis d'accord, mais c'est le problème des actionnaires. Donc après, on en revient toujours aux clubs français, et c'est un peu toujours la même problématique. Du coup, après, les joueurs vont dans des clubs mineurs à l'étranger. C'est dommage, parce que c'était... au sujet de Riyad Boudbouz, c'est un excellent joueur. Il y a quelques paris à tenter. Par exemple, on a vu Muntari qui signe en D2 espagnol. On se dit, sacrée régression quand même. Carrément, mais bon, après, je ne sais pas quel âge a Muntari aujourd'hui. Il doit avoir 32, 33. Voilà, 32, 33. Je veux dire, pour certains clubs européens ou même français, à partir de 30, au-delà de la trentaine, on freine un petit peu les ardeurs la volonté de recruter ces joueurs-là. Alors, il y avait une question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux. Est-ce que les joueurs africains, ils sont sous-estimés? C'est une question qui revient souvent quand même. Parce que quand on voit souvent les gros transferts, ce sont des joueurs européens, sud-américains. Mais dès qu'on parle de joueurs africains, c'est des prêts, des petits transferts. Moi, je pense que la réponse est assez évidente, c'est oui. Ce qui est peut-être plus intéressant de voir, c'est la tendance. Est-ce qu'ils sont plus ou moins qu'avant? Et bon, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai tendance à penser que ça va plutôt dans le bon sens. On voit quand même de plus en plus de joueurs qui rejoignent des clubs, pas des top clubs, pas le Real, pas le Bayern, mais des clubs qui sont dans le top 16 européen. Donc je trouve que la tendance à ce niveau-là est plutôt encourageante. Oui, d'ailleurs, on se souvient que cet été, Naby Keita a encore battu un record avec son transfert à Liverpool. C'est pas rien. Évidemment que c'est pas rien. Non, mais bien sûr qu'ils sont sous-estimés. Évidemment, mais depuis la nuit des temps, ils sont sous-estimés, pardon. Le joueur africain est sous-estimé, sa valeur marchande, est considérée. Je ne sais pas, c'est biaisé. En fait, on a un regard complètement biaisé vis-à-vis des joueurs africains. Mais malgré tout, je rejoins Romain là-dessus. Oui, ça reste. Enfin, il y a énormément de très bons joueurs africains qui peuvent offrir leurs services dans de très bons clubs, européens, comme la France.
France, l'Espagne, l'Italie ou même la Belgique. D'ailleurs, voilà, en Belgique, il y en a énormément, ou en Angleterre. Alors, messieurs, on va revenir sur 2 transferts qui ne se sont finalement pas faits. Un, quand même, qui est assez fou, c'est Gaël Kakuta qui devait signer à Amiens. Ça faisait 2 semaines, hein. Tout le monde le savait, même les coéquipiers d'Amiens savaient qu'il devait venir. Amiens reçoit le fax du Rayo Vallecano à 23h50. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est pas, entre guillemets, du sabotage? Si, je pense que le joueur a voulu aller au bras de fer, entre guillemets, en séchant les entraînements, et du coup, le Rayo s'est vengé au dernier moment en faisant capoter le transfert. Après, bon, c'est peut-être pas forcément financièrement, c'est peut-être pas bon pour eux, parce qu'ils avaient quand même investi 2 millions d'euros sur lui l'été dernier. Ça, ouais. Et là, ils se retrouvent avec lui, dans quel état d'esprit il va être, est-ce qu'il va rejouer en seconde partie de saison Moi, ça m'étonne pas. Ouais. Enfin, voilà, des histoires comme celle-ci, on en entend à chaque... Enfin, on les entend, c'est répétitif, c'est assez récurrent, on les entend à chaque mercato. 23h50, le fax qui n'arrive pas, etc. Oui, bon, moi, ça ne me surprend pas. Après, qu'il ne veuille pas signer, enfin, qu'il n'ait pas la possibilité de signer là-bas, voilà, Romain vient d'en donner Parce que la là, raison. quand même, le club va se retrouver avec un joueur qui voulait partir, qui devait partir, et c'est une bombe à retardement dans un groupe, ça. Oui et non. Bah oui et non. Enfin voilà, s'il est vraiment pro, bah, il va devoir s'atteler au travail et continuer, plutôt que de bouder et de se mettre hors du groupe. Non, ça a loupé là. Dans 6 mois, il y a un nouveau mercato. Voilà, à lui d'être pro. Et alors, autre transfert, forcément, tout le monde l'attendait, il n'est jamais arrivé, c'est Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain. Ça a été, on va dire, ça a animé les 10 derniers jours du mercato. Le PSG en quête de ses milieux de terrain, ça ne s'est pas fait. Alors, tout le monde se rejette la balle. Abdallah, vous, l'insider. Oh non, c'est pas l'insider. Non, ne me qualifiez pas d'insider. Ne me qualifiez pas d'insider. Non. Pourquoi est-ce que ça t'a d'ailleurs insider, là, je comprends pas ce terme-là. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ça, il est dedans. Ouais, non, sur le PSG, c'est vrai que je connais un peu plus de choses. Ça fait, depuis le départ de Mota, ça fait Matuidi. Le PSG n'a pas su remplacer, n'a pas su trouver un milieu de terrain défensif à la hauteur de ses ambitions. Ça fait 3 ans et on attend le dernier jour du mercato pour signer un milieu def. C'est indigne d'un grand club, c'est indigne du Paris Saint-Germain. C'est indigne d'un top club et c'est indigne d'un club comme le Paris Saint-Germain ou voué à la victoire finale en Ligue des Champions. Ouais. On sort le nom d'Idrissa Gueye les derniers jours. Il est arrivé à Paris, il a attendu toute la journée à Paris. Un coup de fil Antero. Ses proches étaient totalement ébahis par le comportement des dirigeants parisiens dans ces dernières heures du mercato. On a parlé de Gueye. Oui. Le club n'a pas voulu soi-disant le laisser partir. Il semblerait que l'entraîneur d'Everton aurait menacé de démissionner. C'est incroyable. Et apparemment, le joueur est très perturbé parce que Antero, Enrique, c'est pas un ami, a voulu récupérer un joueur de MLS dans le même temps, inconnu au bataillon, Mendes de Lille. Et là, soudainement, on nous parle de Gueye. Mais c'est improbable. Bon, ils ont signé Paredes. Est-ce que c'était pas des fausses pistes pour essayer de Mais c'est pas du tout des fausses pistes. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, ça j'en parle parce que je connais un petit peu le sujet. La cellule de recrutement qui est sous la tutelle d'Antero Henrique n'a pas su gérer ce mercato et n'a pas su gérer le mercato précédent. C'est ça. Voilà. Et donc là, c'est répétitif. Et Tuchel voulait des joueurs. Enrique, Antero voulait des joueurs aussi. Ils n'ont pas su s'entendre. Quand Antero a proposé des noms, Tuchel n'en a pas voulu. Et inversement, ouais. Choupo-Moting, pour le coup, c'est Tuchel. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et là, pour le coup, la personne qui est blessée, qui trinque, c'est Idrissa Gueye. Qui trinque dans cette histoire, c'est quand même Idrissa Gueye. Surtout que ça fait quand même plusieurs mercatos qu'on sait qu'il manque des milieux de terrain au Paris Saint-Germain. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on découvre là. Non, puis là, leur erreur en plus, ça a été de miser gros sur Paredes tout de suite, alors qu'il aurait mieux valu sans doute un profil plus défensif. Là, ils ont directement misé 47 millions d'euros, je crois, sur Paredes. Donc ça aussi, c'est une erreur monumentale, je pense. Même si c'est un bon joueur, mais évidemment, mais après ça c'est un autre sujet, mais il a entièrement raison. Avec Paris, faut multiplier par 2 à chaque fois, c'est un peu la vache à lait. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain l'ont bien compris depuis le départ d'Ancelotti, Leonardo et aujourd'hui. On n'est plus la vache à lait de l'Europe, on n'est plus la vache à lait de Lyon. Là, on va se calmer, on va calmer les ardeurs. Voilà, on va acheter des joueurs, mais au prix du marché. La raison pour laquelle à chaque fois, regardez, je pense à Alan par exemple, Alan le Brésilien, etc., 100 millions.
un mois avant le mercato. C'est beaucoup. Il a descendu à 80. Bon, je pense que De Laurentiis a manœuvré un petit peu, a manœuvré tout son petit monde dans cette histoire. Et voilà, ils ont voulu se rabattre sur un joueur de MLS qui est arrivé, qui n'a même pas passé sa visite médicale et qui est reparti aussitôt, qui lui aussi est dans un état pas possible. Et là, on nous parle d'Idrissa Gueye. C'est du grand n'importe quoi. Du coup, qui est le plus gros perdant, Idrissa Gueye ou le PSG? Parce que quand même, quand Idrissa Gueye, quand on va approcher la trentaine, le PSG, c'est une opportunité, ça arrive peut-être qu'une fois dans une carrière. Je pense que c'était le transfert de sa vie, là, malheureusement, hein, pour lui, il a capoté. Est-ce qu'il n'aurait pas dû, juste comme ça, on sait que souvent il y a des joueurs qui font pression, qui vont vraiment au clash, pour montrer que là, vraiment, c'est une occasion, voilà, immanquable. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire ça aussi? Non, il faut arrêter avec les clashs. Aujourd'hui, on en a l'exemple parfait. On en a plusieurs exemples. Si on parle juste du Paris Saint-Germain, effectivement, on en a des dizaines d'exemples. Il y a eu Ben Arfa, il y a eu Ben Arfa qui a voulu rester parce que effectivement financièrement, il n'aurait pas pu toucher ce qu'il a touché au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, bon, il a assuré ses arrières. Et Rabiot aujourd'hui, qui est un très bon joueur et qui ne veut pas prolonger. Concernant Idrissa Gueye, effectivement, c'était une opportunité monstre pour lui, pour ce joueur de rejoindre un grand club européen. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça se représentera? On l'ignore. Mais là, ceux qui trinquent dans cette affaire, parce que vous venez de poser la question, Idrissa Gueye et le Paris Saint-Germain. Forcément. Le Paris Saint-Germain, forcément. Ouais. Messieurs, on va continuer cette émission. On va passer maintenant aux joueurs qui s'exportent dans le golf. Alors, je le disais en introduction, avant, on disait que c'était le championnat des pré-retraités. Mais depuis quelques temps, ils y vont de plus en plus jeunes et on va essayer de voir pourquoi, quelles sont les raisons. Et c'est un sujet d'Azdine Yayaoui. À l'image du défenseur marocain Mehdi Benatia, qui a fait ses valises la semaine dernière et quitté la Juventus de Turin pour rejoindre le Qatar et le club d'Al Douaïl, bon nombre de joueurs habitués du haut niveau s'exilent de plus en plus dans les pays du Golfe, région souvent considérée comme un Eldorado pour des joueurs en fin de carrière venant signer un dernier contrat juteux avant de raccrocher les crampons. Mais depuis quelques années, ce sont des joueurs beaucoup plus jeunes et présentés comme de futurs cracks qui prennent la direction du Moyen-Orient, et ce malgré les offres alléchantes dont ils disposent ailleurs. Les choix de carrière du milieu de terrain offensif de la sélection tunisienne Youssef Msakni ont par exemple fait naître des interrogations chez les amateurs de football. Révélé en 2007 à l'occasion de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, celui qui évoluait alors avec la réserve du Stade tunisien signera l'été suivant avec l'Espérance de Tunis. Le numéro 28 des espérantistes restera alors 5 saisons dans le club de la capitale tunisienne, 5 années au cours desquelles il s'imposera comme un véritable pilier au sein de l'effectif avec lequel il remportera la Ligue des champions de la CAF en 2011. Convoité par de grands clubs européens, l'actuel capitaine des Aigles de Carthage déjoue tous les pronostics et fait le pari de l'exil en rejoignant en janvier 2013 les Qataris d'Al Douaïl à seulement 23 ans. Un émirat que ralliera également l'attaquant algérien Bagdad Bounja qui, 2 ans après Msakni, s'engagera lui en faveur du club rival d'Al Saad et ce malgré les sollicitations de plusieurs clubs. Auteur d'une progression constante au sein du club qatari, l'avant-centre des Fennecs réalise une année 2018 exceptionnelle avec à la clé 59 réalisations. Désormais détenteur du record de buts inscrits sur une saison de Qatar Stars League avec 29 buts après seulement 15 journées, l'atout offensif numéro 1 de Djamel Belmadi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a récemment prolongé son contrat avec Al Saad jusqu'en 2024. Une décision qui a fait débat, surtout lorsque l'on sait que l'attaquant de 27 ans était scruté depuis plusieurs mois par des équipes françaises et également de Première Ligue. Alors voilà Romain, le golf maintenant c'est plus des championnats de pré-retraités, c'est des championnats où vont des joueurs dans la force de l'âge. De plus en plus jeunes, des trentenaires, tout frais trentenaires on va dire, issus de championnats européens majeurs, donc comme Mehdi Benatia, mais aussi des joueurs des championnats maghrébins, on en a vu pas mal qui sont allés cet hiver encore, tunisiens, algériens essentiellement, et là encore ils sont très jeunes, 25 ans, quelque chose comme ça. Alors Abdallah, juste avant une courte page de pub, qu'est-ce qui attire tant maintenant là-bas dans le golf? Allez, on essaie de faire court. Votre question, pardon. Qu'est-ce qui attire tant maintenant les joueurs qui partent si tôt? L'argent forcément, mais est-ce qu'il y a que ça? Non, l'argent, le niveau, effectivement, ils n'ont pas le niveau des clubs européens, mais à l'aune de la prochaine Coupe du Monde, notamment au Qatar, le niveau de ces championnats augmente un tout petit peu. Évidemment, encore une fois, il faut comparer ce qu'il y a de comparable. Ouais. Ça attire de plus en plus les joueurs, mais le paramètre principal qui rentre en compte de la décision d'un joueur pour se rendre dans ces clubs-là, c'est l'argent, effectivement. Là, il ne faut pas se leurrer. L'argent, forcément, nerf de la guerre. On en reparle dans notre deuxième partie après cette page de pub.
Afterstad, deuxième partie, toujours accompagné de Romain Lantôme d'Afrique Foot et Abdellah Boulma, notre consultant journaliste foot. Messieurs, donc on était parti sur le golf, on a pris le passeport, on est parti dans les pays du golf. On a vu donc Mehdi Benassia, Al Douail, Wilfried Bony à l'Arabie, clairement des choix pas sportifs, on va pas se mentir. Oui, après il y a quand même une différence entre Mehdi Benassia qui pouvait quand même viser un bon club européen encore et Wilfried Bony qui a été blessé, qui je ne sais pas s'il avait tant la cote que ça, mais c'est clair qu'il aurait quand même pu rebondir au moins en Turquie comme on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y avait des clubs turcs qui étaient prêts à l'accueillir. Ouais. On va revenir sur le cas Mehdi Benassia parce qu'il y a eu son transfert, après il y a eu des déclarations et notamment il dit qu'il voulait un environnement islamique. Oui, bon, après, il faut attention aux formulations. Exactement, oui, je ne sais pas si, est-ce que c'est les termes qu'il a employés? C'est les termes. Voilà, c'est les termes. Bon, après, oui, un environnement islamique, oui, un environnement, un univers dans lequel il aurait pu. Spirituellement, en fait. Ouais, spirituellement. D'ailleurs, oui. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir au sujet de Benassia, c'est qu'il a eu pas mal de problèmes à la Juventus de Turin. Ouais. Il était à 5 titularisations, il me semble, cette année. Il était en conflit, avec son entraîneur, Allegri, et avec le reste du groupe. Pas la totalité du groupe, mais une bonne partie. Pourquoi ? Parce que faut quand même expliquer ce qui se passe concernant ce joueur et les raisons pour lesquelles il est parti, c'est que Chiellini a fait revenir Bonucci. Ouais. Voilà, Bonucci est arrivé alors que personne ne le voulait dans le groupe, ni Allegri, ni le reste du groupe. Il est revenu et Benassia l'a pris comme un affront, d'une certaine façon. Et lorsqu'il est revenu, on l'a écarté peu à peu, etc. On a prétexté même certaines blessures le concernant. Il n'a même pas joué la finale de la Supercoupe d'Italie. Et comme l'a signalé Romain très justement tout à l'heure, 32 ans, il avait la possibilité, d'ailleurs il a reçu des offres venant d'Allemagne, il avait la possibilité de rejoindre un club européen. Mais je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je pense même à Marseille, n'importe quoi. Est-ce qu'ils avaient les sous pour le payer? Je n'en sais rien. C'est un joueur qui a quand même écumé pas mal de grands clubs, la Roma, le Bayern, là il est à la Juve, l'un des plus grands clubs du monde, etc. Et là soudainement, il nous explique qu'à 32 ans, qu'il est au golf. Enfin moi je ne lui jette pas la pierre. Il a 32 ans, il n'en a pas 25. Il a fait une belle carrière, capitaine de l'équipe du Maroc. Ouais. Il a fait une mauvaise Coupe du Monde pour le coup, ça c'est toute l'équipe qui est concernée. Mais là, il y va pour des raisons financières principalement. Et je pense qu'il le sait aussi parce que là, il va garantir pour la descendance, les petits-enfants, etc. Mais effectivement, le choix sportif, oui, vient encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en second plan. Alors, on a vu le cas Benassia, il y a donc de plus en plus de joueurs qui y vont jeunes. Est-ce que c'est défendable forcément de dire oui, j'assure mes arrières? Quand on voit par exemple un joueur de la carrière de Benassia, je veux dire, il n'est pas un gros contrat après. Non. Pour Mehdi Benassia, pour moi non. Enfin, un choix financier, c'est très non. Il n'y a pas lieu d'être. Par contre, pour les joueurs dont on parlait tout à l'heure qui viennent de championnat maghrébin, là par contre, je pense que pour eux c'est défendable parce que c'est l'occasion d'assurer ses arrières, pour toute une vie. Donc eux, à la limite, on peut les comprendre. Mais des joueurs qui viennent de championnat européen, franchement, non. Oui, et si je peux me permettre, parce que je vous ai encore coupé pour la 1e fois, c'est vrai que ça concerne pas mal de jeunes joueurs maghrébins. Encore une fois, j'ai lu un papier dans un canard, je ne me souviens plus dernièrement, je ne sais plus, dans lequel on dressait un tableau totalement fascinant des joueurs maghrébins qui voulaient rejoindre le Qatar. Parce que le Qatar, Dubaï, la péninsule arabique. Pourquoi? Parce que là-bas, on est mieux payé et même dans les secondes, dans les divisions inférieures. Alors qu'ici en CFA, en CFA, on les appelle plus comme ça aujourd'hui, National 1, National 2, etc. On gagne pas bien sa vie. Enfin, on gagne pas bien, relativement mal sa vie. Ils vont là-bas, plutôt que d'aller en MLS. C'est quand même un championnat qui a monté de niveau. En Chine, qui était à la mode il y a 2 ans, un tout petit peu moins aujourd'hui, là on s'oriente vers les pays du Golfe parce que financièrement, on est mieux loti. Et pour des jeunes joueurs de 22, 23 ans qui sortent des centres de formation, plutôt que de s'aguerrir ou de tenter sa chance dans un club français, là, on s'oriente vers un club de la péninsule arabique. Alors, se pose ici la question de la compétitivité des joueurs qui vont dans le golf. On va revenir sur l'exemple du Maroc parce que le sélectionneur Hervé Renard avait été catégorique là-dessus. Les joueurs qui vont dans le golf, mais forcément, ça va être plus compliqué pour eux en vue de la CAN 2019. Après, récemment, il est un peu revenu sur ses propos en disant que justement les trentenaires seraient toujours les bienvenus. Mais forcément, ils y vont tous, donc il est obligé de mettre de l'eau dans son vin. Forcément.
Est-ce que vous pouvez comprendre ce point de vue-là qui dit que là, quand on va dans le Golfe ou en Chine, etc. Mais il l'a très bien résumé, Hervé Renard. Je pense qu'il l'avait très bien résumé, oui. Dans un premier temps, il était. Et ensuite, il me semble qu'il a donné un deuxième entretien, une deuxième interview, je ne sais plus. Enfin, je me repère plus dans le temps, je ne sais plus ce qu'il a dit. Là, Hervé Renard va probablement quitter la sélection. Voilà, il arrive, c'est une génération qui arrive en fin de cycle. Coupe du Monde, c'est très mal passé. Il a quand même parlé de la future CAN qui va se dérouler en Égypte. Oui. On sait qu'en Égypte, c'est toujours très difficile de s'imposer là-bas. Face aux, je sais pas, ils en ont 7, ils ont 7, 8, je ne sais même plus combien ils ont, je ne sais même plus combien ils en ont. Effectivement, il l'a très bien expliqué, Hervé Renard. Pour un jeune joueur, incompréhensible, mais pour un trentenaire ou pour plus de 30, 31, 32 ans, il est presque logique d'aller dans un championnat pour des raisons financières. Qui ne l'aurait pas fait, vous l'auriez fait. Mansour, vous l'auriez fait, j'en suis convaincu. Ah, mais moi, tout le monde sait que je suis un mercenaire, enfin, c'est bien connu, c'est bien connu. Tout le monde le mercenaire. Voilà. Messieurs, on va passer. Oui, allez, par contre, on peut parler quand même du cas du Cameroun, où là, Seedorf, pour le coup, a vraiment été ferme avec Moukanjo, qui était en Chine, et du coup, qui a fini par prendre sa retraite internationale. Bon, est-ce qu'il va en ressortir, ça, c'est une autre question, mais pour l'instant, il l'a prise principalement parce qu'il jouait en Chine et que Seedorf, du coup, n'en voulait plus. Donc, comme quoi, il y a encore des entraîneurs qui sont intransigeants sur. Mais il n'était pas revenu sur ses propos, Seedorf, parce que dans un premier temps, il avait refusé, il avait refusé le retour de deux, Bassogog aussi, le meilleur joueur de la CAN. Non, mais Bassogog est revenu. Oui. Bassogog, il est revenu après. Ouais. Mais il y en avait un deuxième, il me semble, c'était. C'est Moukanjo. C'est Moukanjo. Oui, pardon, enfin, je suis pas à l'écoute. Oui, donc voilà. Donc c'est Moukanjo. Alors, messieurs, troisième et dernière partie de cette émission. Moussa Bility, président de la Fédération libérienne de football, donc qui claque la porte, il démissionne de 2 postes au sein de la Confédération africaine d'athlétisme de football. Avec un courrier à charge, il accuse la CAF de dérive autoritaire. Romain, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur cette situation? Parce que Moussa Bility, on le connaît un petit peu, mais là, il s'est vraiment beaucoup lâché. On s'y attendait plus ou moins en fait, parce qu'il avait déjà critiqué au moment du glissement des cannes en disant que c'était une décision qui n'avait pas été prise lors du comité exécutif. Oui. Donc là, il a écrit à Ahmad pour le mettre en garde, mais lui dire aussi le fond de sa pensée, en disant voilà, on est de retour à l'ère Hayatou, quoi. On risque de revenir à l'ère Hayatou, du moins. Mais est-ce que ça, c'est... On rappelle quand même que dans ce courrier, le président de la Fédération libérienne, il dit en gros que le glissement des cannes, ça devait être une décision du comité exécutif, et que là, c'est directement le président de la CAF qui outrepasse ce comité et qui l'apprend. D'ailleurs, il l'a très bien explicité dans son courrier. D'ailleurs, il y en a eu 2, il me semble. Il y en a eu un autre derrière. 2 courriers à charge, c'était limite de pamphlet, quoi. Je veux dire, où il en veut terriblement à Ahmad. C'est vrai que c'est un drôle de bonhomme. Je ne sais pas comment le situer un petit peu. Je pense qu'il avait, qu'il avait des prétentions, qu'il avait de plus hautes prétentions. D'ailleurs, à un moment, il prétendait. Il a brigué la CAF. Il briguait la FIFA aussi. Là. Donc ça témoigne quand même de pas mal de choses. Il est entré en conflit. Malgré tout avec Ahmad. Mais il a soutenu contre Hayatou. Il l'avait soutenu contre Hayatou. Oui. Mais je sais pas, en espèce de volte-face comme ça, on saisit pas trop le bonhomme. Mais là, en l'occurrence, il quitte. Il dérive. On parle de dérive autoritaire. Ouais. Il y avait des dérives autoritaires. On parle de 28 ans à la tête de la CAF concernant Hayatou. On ne peut pas faire plus autoritaire, 28 ans. Donc là, Ahmad, on a ressorti un petit peu des propos d'Ahmad. C'est moi qui décide, c'est moi qui. Donc, je ne sais pas. En off, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner un petit peu de crédit, par exemple, parce qu'on voit que qui a décidé de ce décalage des CAN? Qui a décidé de retirer la CAN au Cameroun? Il n'y a eu aucun courrier signé du comité exécutif de la CAF. C'est des décisions qui ont été prises devant des micros et des caméras. C'est ça. Le point de départ, de toute façon, c'est que la CAF n'a pas voulu froisser le Cameroun, donc en disant on retire la CAN, mais on lui attribue la prochaine édition. Ouais. Donc à partir de là, il a fallu. Je pense qu'ils ont dû, Biya, Ahmad. Le Cameroun avait fait des investissements, ils ne voulaient pas que ça tombe à l'eau, ça peut se comprendre aussi. Et... Mais à partir de là, ils ont tout fait pour rattraper cette erreur, quitte sans doute à outrepasser ses droits, passer ça en force. Après, moi, ce que j'attends de voir, c'est si ça va rester là seulement, si c'est un cas isolé, ou si ça va s'étendre dans d'autres domaines, qui va s'accrocher au pouvoir. Si je puis me permettre, Romain, on est dans un contexte très particulier. Ouais. C'est-à-dire que là, on va peut-être l'évoquer plus tard, ou je ne sais pas, c'est que là, il y a l'élection du président Infantino, là, le 5 juin, ouais. Il me semble. Donc, c'est quand même... Ahmad doit quand même manœuvrer en interne pour que tout le monde vote Infantino. Pour que tout le monde vote Infantino. Donc là, il faut quand même resituer un petit peu dans le contexte ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans le détail, on n'est pas dans les coulisses, mais effectivement, il y a peut-être un lien de cause à effet. Alors, ces derniers temps, il y a
beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que les statuts de la CAF ne sont pas forcément respectés. On l'a vu là avec le glissement des cannes. Normalement, quand on retire une canne à un pays, le pays doit être suspendu pendant 2 ans, son équipe donc disqualifiée. Tout ça n'a pas été fait. Est-ce qu'on n'assiste pas à une espèce d'organisation? Il y a beaucoup de petits arrangements. Oui. C'est assumé d'une certaine façon, c'est assumé, je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais la CAF l'a clairement dit, on assume en gros le Cameroun participera aux éliminatoires, ne sera pas disqualifié. D'ailleurs à ce sujet, il y a toujours le recours des Comores devant le TAS, qui est les Comores saisit le TAS, donc on attend de voir ce que ça va donner, parce que ça a l'air quand même d'être vraiment attaquable d'un point de vue judiciaire, le TAS pourrait leur donner raison. Je suis pas... ouais, probablement, mais c'est vrai que c'est une situation complètement inextricable. On ne comprend pas trop on ne saisit pas du tout. Voilà, le Cameroun, on attend des mois, on attend les 4-5 derniers mois, on change le cahier des charges, on passe de 16 à 24. Et après, faut regarder, faut s'éloigner un petit peu, faut prendre un petit peu de recul et comprendre aussi la situation. Ouais. C'est-à-dire que le Cameroun n'est pas non plus, ils sont quand même responsables de ce qui de leur organisation. Ouais. Ils ont quand même pris énormément de retard au niveau des infrastructures, des stades. On l'a rappelé des. Oui, mais par contre, réseaux, juste pour défendre le Cameroun, en cours de route, le cahier des charges a changé. Ouais. Et je suis entièrement d'accord. C'est ce que je dis. Ouais. C'est pas du 70-30. Là, faut quand même répartir un petit peu les fautes. Effectivement, je pense qu'il y a eu des arrangements en interne, la fameuse cuisine interne. C'est pas seulement la CAF, parce qu'on tape sur la CAF systématiquement. Petits arrangements, c'est pas seulement la CAF. Petits arrangements, c'est partout, dans toutes les confédérations. C'est en Amérique latine, c'est la CONCACAF, c'est en Asie, la Confédération asiatique de football, c'est en Europe, en UEFA. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On parle beaucoup de la CAF. Attention, relativisons, c'est partout pareil. Mais après, est-ce que juste Hamad n'est pas en train de devenir un peu trop fort? En fait, on a l'impression que dès qu'on parle de la CAF, c'est toujours le président Hamad qui prend la parole. Celui qu'on voit partout, qui est allé au Cameroun, qui est allé en Guinée, qui est parti aussi en Côte d'Ivoire. Mais vous savez pertinemment pourquoi il fait ça, Mansour. Ouais. Vous le savez. Je pense que quand on est président de la CAF, on prétend à être, plus grand encore. Et bien sûr, on prétend à être plus grand. C'est la même chose pour tout. Ayatou a essayé, il a 28 ans. D'ailleurs, il était au comité exécutif de la FIFA. Premier vice-président. Exactement, Ayatou, c'est la même chose. On prétend à plus. J'ai travaillé pour la FIFA pendant pas mal de temps. Lorsque vous vous déplacez en séminaire, c'est exactement la même chose. On ne parle pas de football, on parle politique. On parle politique. Ça ne concerne pas seulement le... Pour Hamad, prétention, on voit plus loin. Donc la raison pour laquelle, côté autoritaire, il travaille pour Infantino aujourd'hui, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, il y a aussi dans ce courrier un virement de 200 000 € qui est évoqué par Moussa Bility au sein d'une société polonaise. Alors là aussi, c'est de la fabulation ou il y a des choses qui se passent dont on ne serait pas au courant? C'est plus inquiétant, si ça avéré, c'est vraiment plus inquiétant, puisque on serait retombé un peu dans les travers de l'ère Ayatou, clairement. Après, comme on a dit, Moussa Bility, il ne faut pas oublier, peut-être qu'aussi il joue sa carte personnelle en se disant, la prochaine élection pour la CAF, j'ai ma carte jouée. Donc, attendons sans doute d'avoir plus de preuves, mais c'est vrai que ça attire l'attention, forcément. Je ne me prononcerai pas sur le sujet. Je ne sais pas du tout. Oui, c'est vrai que c'est vraiment étrange. Après, il est confiant. Il a l'air très serein, ce monsieur, je veux dire, parce qu'il a évoqué des choses qui sont quand même... je ne sais pas, il ne faut pas que ce soit de la diffamation parce que que la CAF, que Hamad, contracte avec une société polonaise. Une société polonaise. C'est vraiment étrange. J'en sais pas plus sur le sujet, mais ça me paraît. Après, c'est attaquable effectivement. Ouais. Il n'a pas je sais pas. Je me méfie. Alors, on va revenir quand même sur le personnage Moussa Bility parce que. Je dirais pas qu'il est fantastique, mais... sur Moussa Bility, vous insistez beaucoup sur lui. Hein. Non, parce que vous lui en voulez. Non, pas du tout. Pour comprendre, je veux dire par là. On parle d'un membre du comité exécutif de la CAF. Il est ancien footballeur et ancien président de la... Non, il n'est pas ancien président de la Fédé... libérienne. Il est. Du coup, en fait, juste là, est-ce que c'est un problème d'ego parce qu'il se dit, oui, moi je suis membre du comité exécutif de la CAF, ma voix n'est pas écoutée, il a un sentiment un petit peu peut-être d'être laissé pour compte, ou il veut vraiment dénoncer un système beaucoup plus grave?
Non, moi je pense que c'est un peu un opposant par nature. C'est de la voix souvent qui s'élève pour dénoncer, bon, à tort ou à raison. Par le passé, c'était vraiment à raison. Là, on va attendre de voir ce que ça donne. Mais non, je pense que c'est pas forcément. Enfin, il y a une partie personnelle, mais c'est vraiment, il y a des choses incontestables à creuser. Je pense qu'il faut, voilà, il y a une partie personnelle, effectivement. Mais les dérives autoritaires d'Ahmad Ahmad, pour l'instant, on n'en a pas les preuves. Donc attendons. Alors, pour finir sur ce sujet, juste en dernière partie de son courrier à charge, Moussa Bility, il précise qu'avant il était soutien d'Ahmad Ahmad et qu'il en arrive à regretter l'ère Hayatou. C'est lourd de sens, ça, par contre. C'est dur quand même de regretter l'ère Hayatou. Non, quand même, Issa Hayatou a fait quelques bonnes choses. Mais ils ont fait des bonnes choses tous. Ils font des bonnes choses. Bien sûr. Parce que c'est d'ailleurs. En fait, est-ce qu'on n'a pas tendance à trop noircir le tableau? Bah, c'est ce qu'on dit tout le temps. Pour Issa Hayatou, je pense pas quand même. Bah, on l'a quand même. On lui a souvent, il a obtenu des choses pour l'Afrique, mais au niveau voilà, de la manière de gouverner, quand même, il a représenté tout ce qu'on reproche aux dirigeants africains, s'accroche au pouvoir, corruption, tout ça. Non, il n'est jamais tombé pour corruption, en tout cas. Quand il est FIFA Gate, en tout cas, ils sont tous tombés autour de lui, sauf lui. C'est vrai, c'est vrai, c'est juste. Après, je ne sais pas, les enquêtes sont terminées, j'ai pas trop le suivi, mais 28 ans au pouvoir, moi, ça résume tout. Ouais. Je veux dire, il faut revoir les statuts, parce qu'il y a un véritable problème. Revoyons les statuts. C'est la même chose pour la FIFA, on en parlera. Mais comment dire Infantino a la possibilité de se représenter à la FIFA jusqu'en 2030, 2031. C'est improbable. Donc tant qu'on n'aura pas changé les statuts, on n'avancera pas. Il y aura toujours ces fameuses dérives autoritaires. Et du coup, c'était mieux avant ou le changement, c'est pas mal quand même? C'est pas mal, mais on attendait quand même mieux. On est déçus. On a 2 ans. 2 ans. Là, on a 2 ans. Est-ce que c'est suffisant? Bon, 28 ans, 2 ans. Le rapport de force. Puis, il y a toute une administration aussi qui est toujours là à la CAF. Bon, il faut du temps pour que tout change. Il y a des habitudes qui sont sur. Alors, justement, voilà. En parlant d'administration, le message que beaucoup de gens des services de communication du nouveau bureau de la CAF disent, à tort ou à raison, c'est oui, maintenant, c'est plus comme avant. Les choses sont en train de changer. Ça va changer. Ça a changé. Mais dans les faits, ça ne se voit pas trop. Concernant Ahmad Ahmad, une chose positive que j'avais déjà évoquée dans votre émission, c'est qu'Ahmad Ahmad, peut-être on parle de dérive autoritaire, on parle de plein de choses comme ça, on n'en a pas la preuve, je ne sais pas, mais il a responsabilisé les fédérations. Ouais. Il en a parlé à plusieurs reprises pour pouvoir hisser le football africain vers des sommets, ou améliorer un petit peu le fonctionnement des fédérations, les responsabiliser. D'ailleurs, j'en ai parlé ici même. Il avait fait une interview dans Le Monde et il l'avait très bien dit. Après, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Je ne pense pas qu'il fasse que du mauvais travail, ce monsieur. Je pense qu'il fait aussi des choses positives, à l'instar d'Hayatou. Mais encore une fois, c'est difficile. D'ailleurs, on va revenir sur ça avant de clôturer cette émission. C'est vrai qu'Ahmad Ahmad, ça fait bientôt 2 ans qu'il est à la tête de la CAF. C'est un président quand même qui est souvent attaqué et très critiqué. À quoi ça peut être dû? J'ai aussi d'un plus petit pays. Bon, Hayatou représentait le Cameroun, une grande nation du foot africain. Là, bon, Madagascar, c'est vrai qu'avant Ahmad, on en parlait très peu, on n'en voit pas du tout. Donc il a moins de soutien derrière et le système n'est pas en place. Il a été élu, il est contesté par une partie toujours des anciens soutiens d'Hayatou. Donc je pense qu'il a beaucoup moins de soutien derrière. Du coup, ça va être dur pour lui d'imposer ses idées, de peut-être prétendre à un 2e mandat. Là, c'est vrai, on a un petit peu de temps devant nous, mais on va voir comment. Je pense que ça dépendra de l'organisation de la future CAN. Du déroulement et du fonctionnement de la future CAN qui se déroulera en Égypte. On a vu que jusque-là, c'était un peu l'imbroglio. Ouais. 2021, 2023, Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun, on ne sait plus trop ce qui se passe. Là, déjà, c'est un peu n'importe quoi. Mais là, je pense qu'on va le juger sur la future CAN. Et je pense que, encore une fois, Romain a raison. Il va devoir faire beaucoup de lobbying, parce que c'est le terme, il faut le lâcher, c'est le lobbying. Il va devoir faire pas mal de lobbying, comme le faisait Hayatou, la raison pour laquelle il est resté 28 ans au pouvoir, pour qu'Hayatou, pour que Ahmad Ahmad, on s'y perd, puisse rester plus de temps à la tête de la CAN. Et pourquoi pas viser plus haut? En tout cas, il a du boulot et la route sera encore longue, il faudra des soutiens. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Malheureusement, il est l'heure de se dire au revoir. Mais nous, chers téléspectateurs, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.